B2B avec Business de Net Plus. Téléphonie fixe, mobile et Internet pour les professionnels. La proximité d'un réseau local. business.netplus.ch. Bonjour Pascal Meyer et bienvenue dans B2B. Bonjour. Nous recevons à peu près peu de temps après les 20 ans de Coca. Coca que vous avez créé et que vous dirigez toujours. Vous avez lancé Coca, l'entreprise, en 2005, dans un garage, je crois, dans votre garage à la Tour de Paix, c'est vrai ? C'est bien justement, c'était pas mon garage, c'était le garage de mon associé à l'époque, mais oui, tout à fait. Vous êtes fait connaître par des coups qui ont parfois marqué le grand public, comme une Porsche à moitié prix, dans tout ce que vous vendez sur votre site, votre plateforme en ligne qui compte aujourd'hui plus de 200 collaborateurs, plus d'1 million de membres. Vous nous raconterez comment vous avez franchi toutes ces étapes pour arriver à ce résultat, 20 ans donc après. Mais avant, on va faire davantage connaissance avec Pascal Meyer. C'est la partie portrait. Pascal Meyer, on commence donc par votre portrait. Des fois, je me demandais en préparant l'émission, est-ce qu'il y avait une vie avant Coca ? Parce que vous incarnez tellement l'entreprise qu'on a l'impression que vous avez toujours été là. Mais oui, il y a bien eu une vie avant Coca, notamment dans le canton de Fribourg. J'ai trouvé que vous avez, en marge du lancement de Coca, vous étiez déjà actif ailleurs, un groupe international. Ça s'appelait Ampco de Métal, c'est juste ? Tout à fait. Une société américaine qui est spécialisée dans les alliages métalliques, comme peut laisser deviner son nom. Vous vous occupiez de l'IT et du multimédia. Ça, c'est ce qui est sur votre CV. Vous vous souvenez un peu comment vous avez eu ce poste ? Alors oui, je travaille dans une agence aussi sur Fribourg et puis j'avais vraiment une super relation avec cette entreprise Ampco Metal et ils cherchaient quelqu'un pour justement gérer toute la partie infrastructure au niveau informatique chez eux. Et puis on s'est entendus, on était très proches et puis de fil en aiguille, j'ai eu la chance de pouvoir aller travailler chez eux à l'âge de 25 ans, donc c'était une chouette expérience. C'était votre deuxième poste, je crois. Avant, donc, il y avait cette agence de communication Buchheim, tout à fait. Oui. À Fribourg. Salarié, c'était un bon profil, un bon type de poste pour vous, ou déjà à l'époque, ça vous démangeait d'être votre propre patron ? Alors, j'avais déjà monté des structures à côté. J'avais aussi un petit job en tant qu'indépendant où je travaillais déjà. J'avais déjà monté 2 boîtes avec différents amis. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné de pouvoir créer des choses et puis de pouvoir entreprendre. Donc, c'est quelque chose que j'ai depuis assez jeune. Mais d'être dans une société américaine, c'était facile. C'était, j'imagine, une culture peut-être particulière de celle qu'on trouve ailleurs en Suisse. Alors, par chance, le siège était en Suisse, donc c'était une société suisse qui avait racheté une société américaine, mais la mentalité restait suisse, parce qu'on était dans le canton de Fribourg avec des gens qui étaient extraordinaires. Et puis, c'était intéressant d'avoir effectivement plusieurs succursales un peu partout dans le monde, dont les États-Unis. Mais non, il y avait une grande ouverture d'esprit, mais on restait quand même bien suisse. Et puis ça, c'était très sympa. Une grande ouverture d'esprit, ça veut dire qu'ils étaient au courant que vous lanciez déjà quelque chose en parallèle de votre travail ? Tout à fait. Non, j'en avais bien évidemment avisé mon patron de l'époque pour lui dire, sache que je vais pas être moins performant au sein de mon job, parce que c'est un souci de transparence qui était important pour moi. Vous deviez réduire votre temps de travail ou c'était... Non, pas du tout. Non, je travaillais aussi des horaires qui étaient quand même passablement importants, parce que j'étais sur 3 fuseaux horaires, donc il y avait aussi une responsabilité très importante inhérente au poste que j'occupais dans cette société, et c'était important de pouvoir être totalement transparent par rapport à cette nouvelle société que j'allais monter. Et donc au début, c'était quoi, le soir, le week-end ? Tout à fait. Alors c'était le soir, on démarrait à minuit nos offres à l'époque, donc des fois à 23h, je me disais il faut vite que je voie encore ça, etc. Après c'est toujours une question d'organisation, et puis au départ, je le faisais vraiment vraiment comme un amusement à côté. Puis l'amusement, alors je continue à m'amuser, mais avec un petit peu plus de responsabilité. Vous écrivez que vous êtes parti de rien, et que peut-être pas vraiment comme font les entrepreneurs aujourd'hui, qui vont aller chercher un investisseur qui va les aider à monter rapidement en gamme, faire des économies d'échelle. Aujourd'hui, si vous deviez recommencer Coca, vous feriez différemment ? Alors, c'est vrai que le climat dans lequel on vit aujourd'hui est un peu différent
que celui que moi j'ai... On parle de 2005, hein? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que moi, en 2005, j'ai fait ça en parallèle de mon job, donc j'avais la chance d'avoir un revenu, ce qui me permettait, bien sûr, en me serrant la ceinture aussi, mais d'investir en fait dans mon projet et puis d'y passer aussi beaucoup de temps, hein, et beaucoup d'énergie. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que le climat étant un petit peu différent, peut-être qu'il faudrait peut-être passer par des levées de fonds, mais je dirais que la grande chance, et c'est aussi une question d'éducation, c'était de dire, on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Ça, c'est vrai que pour moi, ça a toujours été une règle de dire, voilà, on commencera avec à la hauteur de nos moyens, et puis on ne va pas essayer de dépenser pour de la cosmétique dont on n'a peut-être pas forcément besoin, et pour des choses dont on n'a pas les moyens de se payer. Vous parlez d'éducation. Dans votre famille, il y avait beaucoup d'autres entrepreneurs qui vous ont conseillé ou qui vont peut-être inspiré? Alors, pas dans ma famille directement, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont inspiré, hein. Ça peut être vraiment des gens beaucoup plus jeunes qui entreprennent ou des gens plus âgés. Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours surveillé avec beaucoup je dirais, d'intérêt. Il y avait quels entrepreneurs qui vous inspiraient à l'époque? 2005, c'est pas très longtemps après à la fois l'arrivée d'Internet, l'éclosion aussi de la bulle Internet. Il y avait des Américains comme ça qui avaient créé une entreprise de rien qui vous faisait rêver? Alors, il n'y a pas des entrepreneurs particulièrement que je suivais à cette époque-là. Enfin, je dirais, il n'y a pas j'aurais pas de nom comme ça, même si, effectivement, on a eu la chance de voir éclore des super projets du côté des États-Unis. Je veux dire, c'est pas ce qui m'a le plus, je dirais, poussé. C'est vrai que comme j'avais déjà eu cette volonté d'entreprendre avec des entrepreneurs même locaux, hein, que je voyais, ou des gens qui m'inspiraient par, alors des gens qui sont peut-être inconnus du grand public, mais qui faisaient des choses. Pour moi, c'était quelque chose que je me voyais pas, en tout cas, ne pas avoir cette flexibilité, cette liberté de pouvoir entreprendre en étant, je dirais, confiné dans un job. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chance dans les entreprises où je suis passé d'avoir une certaine liberté, et puis c'est là où je pouvais le mieux performer. On est donc 20 ans après les débuts, presque 26 ans, 21 ans, pardon, puisqu'on est en 2026. Ça peut être aussi le moment de se poser, de réfléchir et de voir où vous en êtes, parce que diriger une entreprise, plus de 200 employés, c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de travail, j'imagine, de pression au quotidien. Vous n'avez pas encore 50 ans, encore plein d'énergie, peut-être pour faire autre chose, où il y a un moment où vous vous dites, mais voilà, vous parlez de vos loutres, hein, c'est les employés de Coca, un jour peut-être que vous leur céderez les clés de la maison et partirez faire autre chose? Alors, je pense qu'effectivement, aussi dans notre façon de recruter des gens qui sont bien meilleurs que moi, et je pense qu'effectivement, avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, en tout cas chez Coca, on n'a pas vraiment besoin que je sois toujours présent, heureusement. Et puis, surtout que les idées, je vois, je veux dire, il y a beaucoup d'idées qui sont améliorées ou qui viennent de la part des équipes, et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un entrepreneur d'avoir l'entourage nécessaire et de pouvoir avoir en fait des équipes qui puissent justement faire développer les choses, qui puissent venir avec des nouvelles idées, des nouvelles approches, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais votre rôle, vous le voyez comment dans les 5 à 10 ans à venir? Encore du recul par rapport à l'opérationnel, ou bien non, peut-être replonger complètement dedans? Alors, j'ai jamais vraiment quitté l'opérationnel parce que je suis toujours assez actif, même si j'ai déjà une structure qui fait que j'ai quand même pas mal de gens qui prennent le lead sur passablement de sujets. Mais c'est vrai que pour moi, ça m'anime de continuer justement cette aventure entrepreneuriale, aussi de faire évoluer le concept, aussi cette relation avec les gens que je trouve toujours très pertinent. Donc pour moi, c'est des choses, ça reste mon bébé d'une certaine façon, donc j'ai envie de pouvoir en tout cas continuer à contribuer pendant encore quelques années. Il y a 10 ans, enfin au moment de vos 10 ans, le capital action était à peu près 90% dans vos mains, 10% c'était Pierre Lamunière, ancien grand éditeur notamment de 24 heures et Tribune de Genève en Suisse romande, et son fils Sébastien qui avait les 10% restants. Aujourd'hui, c'est la même structure? Ça a changé? Alors, c'est quasiment pareil. C'est toujours moi qui suis majoritaire, toujours avec la famille Lamunière à mes côtés. Et puis, je dois dire que c'est une grande chance pour nous parce qu'on a eu vraiment... c'était surtout, ce sont des gens qui nous ont apporté énormément d'un point de vue philosophie, d'un point de vue business, d'un point de vue aussi décision, où je sais que j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur des gens d'une grande qualité, et ça pour moi c'est une chance inouïe.
les loutres, elles peuvent être actionnaires, détenir une petite proportion, comme on avait pu acheter une petite part d'une toile de Picasso de Coca? Alors chez nous, on a effectivement un système à l'interne où les gens, quand ils reçoivent un bonus ou s'ils le souhaitent, ils peuvent acheter en fait des espèces de tokens qui sont conditionnés au résultat de l'entreprise, à la bonne santé de l'entreprise, et puis ils peuvent retirer ce montant à tout moment. Donc ça leur permet d'avoir un capital qui peut évoluer en fonction je dirais, du succès de l'entreprise. Avant de parler de l'entreprise, une dernière question. J'ai lu que vous aviez un intérêt marqué pour le hockey. Est-ce qu'un jour, vous avez eu envie de faire une carrière dans le hockey vous-même? Alors moi, j'ai moi-même joué au hockey, donc c'est pour ça que j'ai une certaine, je dirais, accointance avec le hockey. Et c'est vrai que quand on est enfant, on est toujours, on s'imagine toujours plein de choses autour d'un sport quand on pratique. Donc non, alors j'ai jamais rêvé de faire carrière, mais c'est vrai que on a eu la chance de jouer contre des joueurs, des grands joueurs, alors qu'ils sont maintenant à la retraite. Mais ça a été des moments qui étaient très sympas. Très bien, merci Pascal Mayer. On va passer maintenant à la partie entreprise et en savoir plus sur Coca. « 20 ans de Coca », je le disais en introduction, c'était en décembre dernier précisément. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 230 collaborateurs, un chiffre d'affaires qui approche les 170 millions de francs. J'ai regardé il y a 10 ans où vous en étiez, selon mes calculs, c'était à peu près 40 millions de francs de chiffre d'affaires. Donc on passe de 0 en 2005 à 40 millions en 2015. On est aujourd'hui à peu près à 170. Il y a eu une accélération incroyable. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une grosse accélération. Alors c'est aussi la confiance, je dirais, des utilisateurs en e-commerce de manière générale. On peut le dire, eux, ils étaient à peu près, il y a 10 ans, 350 000. Vous avez passé les millions. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on a un peu plus d'1,2 million personnes qui nous suivent. Donc pour nous, c'est effectivement toujours des chiffres impressionnants. Ce qui est intéressant, c'est toujours de garder son état d'esprit. Ça pour nous, même si aujourd'hui on est plus de 200 collaborateurs, on a quand même ce côté familial, ce côté un peu start-up, même si on a dû structurer certaines choses, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours bien aimé pouvoir connaître tout le monde, pouvoir aussi avoir un échange quotidien avec les équipes. Et puis, on essaie de le faire vraiment et de le faire transpirer au sein des autres cercles de nos équipes. Un peu plus d'1 million de personnes qui vous suivent. Vous dites, est-ce que ce sont des clients actifs? Et actifs, ça veut dire quoi pour vous? Ils achètent une fois par année sur votre plateforme. Donc, on a ces coûts et ces promotions, ces objets qu'on peut acheter chez vous chaque jour. Il y a de nouvelles offres. Comment est-ce qu'ils sont actifs? Alors, ils sont actifs parce qu'ils sont inscrits chez nous et qu'ils achètent des produits. Maintenant, ce qui est important pour nous en termes de chiffres, c'est toujours de voir finalement le nombre de visites qu'on a par jour. Et ça, c'est ce qui nous donne un indicateur qui est assez intéressant. Et aujourd'hui, on est à peu près à 270 000 visites uniques par jour. Et puis ça, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, cette fréquence, elle a plutôt tendance à augmenter. Et on voit qu'il y a vraiment un attrait aussi de notre communauté d'échanger. Quand on va, par exemple, faire une levée de fonds pour une œuvre caritative, on voit que les gens répondent présents. Enfin, on voit qu'il y a vraiment un vrai échange. Un client typique chez vous, il achète une fois par année ou ça va être plusieurs fois par année? Alors, c'est difficile à dire parce que pour moi, un bon membre de la communauté, c'est même quelqu'un qui n'achète pas. Mais c'est quelqu'un qui va participer, qui va pouvoir conseiller peut-être d'autres personnes, qui va pouvoir aiguiller, qui va pouvoir peut-être participer à une bonne cause. Donc, pour nous, c'est vraiment pas cet élément-là qui est le plus différenciateur. Mais je dirais que quelqu'un qui est assez actif, il achète entre 3 et 5 fois par année. D'accord. Comment est-ce que vous sélectionnez ce qu'est à vendre? Je sais que j'ai lu dans d'autres interviews que vous avez pris un peu de recul par rapport à ça, d'être dans l'opérationnel, mais pas dans le micro-management. Est-ce que ces critères, pour garder l'esprit de loutre, de meute que vous évoquez, ils ont évolué ces dernières années? Alors, bien sûr que ça a évolué avec les tendances du marché aussi, ça c'est une évidence. Par contre, on essaie de toujours avoir une diversité qui soit assez grande, c'est-à-dire de pouvoir aussi mettre en avant des startups qui se lancent, des produits qui se lancent, parce que c'est aussi notre devoir de faire connaître ces nouveaux produits et ces nouveaux entrepreneurs. Donc ça, c'est un segment qu'on garde. Il y a aussi le segment des nouveautés, en fait, tout ce qu'il peut y avoir comme
comme nouveautés qui sortent sur le marché. Après, il y a aussi ce que les gens aiment utiliser au quotidien, mais qui peut peut-être être parfois un peu onéreux, c'est de pouvoir venir le retrouver sur Roca à un prix préférentiel. Donc on essaie vraiment d'avoir un espèce de mix qui soit suffisamment excitant aussi pour notre communauté. Et puis comme je le disais tout à l'heure, il y a bien sûr aussi tout ce qu'on fait au niveau des soutiens de manière générale. On essaie de faire plusieurs levées. L'année passée, je crois qu'on a levé un peu plus d'1 million de francs aussi pour plein de causes différentes. Donc c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre ADN. Sur ces 20 dernières années, il y en a eu combien dans les chiffres rouges et combien dans les chiffres noirs? Ouh là là, alors ça c'est une très bonne question parce que je crois qu'on n'a jamais été dans les chiffres rouges, on a toujours été, mais alors de nouveau ça reste dans la philosophie de dire on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas, donc on n'a jamais dû faire appel à des banques ou autres, on a toujours été autonome, et puis ça pour nous je pense que c'est finalement un grand plus, c'est ce qui nous permet aussi de garder les pieds sur terre et puis de se dire attention, ne faisons pas n'importe quoi parce qu'on ne souhaite pas, enfin en tout cas dans ma vision c'était toujours de dire on ne va jamais aller dans les chiffres rouges. Si on y va, c'est qu'il y a quelque chose on a dû faire quelque chose de faux, et puis qu'on a peut-être dû, à un moment donné, pas être suffisamment réactif pour corriger. Vous avez parfois aussi été critiqué par certaines marques, on peut citer Patagonia ou Swatch, parce qu'elles étaient mécontentes que certains de leurs produits soient vendus sur votre plateforme, mais en même temps, vous défendez la liberté de commerce. L'îlot de cherté qu'on critique si souvent en Suisse, c'est bien que certaines entreprises essayent de s'y attaquer. Ça, c'est aussi une de vos missions. Il faut un peu combattre ce surprix qu'on paye parfois parce que simplement on est en Suisse. C'est vrai que notre philosophie, ça a toujours été finalement d'être le Robin des Bois des bonnes affaires. Donc à un moment donné, je veux dire qu'une marque ne soit pas contente alors que finalement on trouve ses produits partout en ligne à des prix qui sont bien plus bas. Ça me fait un peu sourire. Alors comme on a de la chance en Suisse de pouvoir être dans un cadre où finalement le marché est libre et puis on peut faire à peu près ce qu'on veut, heureusement, ça permet derrière de pouvoir proposer en fait des prix qui sont aussi plus intéressants, et puis il faut arrêter de penser ou de prendre les gens pour des imbéciles. Puis ça c'est vrai que ça a toujours été une volonté de dire non, attendez, nous on va venir avec un service qui sera impeccable, des garanties qui sont en Suisse, et si vous avez le moins de soucis, on est votre interlocuteur. Et ça pour nous, ça a toujours été quelque chose de très important. Est-ce que Monsieur Prix, le surveillant des prix, Meyerhans à Berne, a déjà été en contact avec vous? Il pourrait soutenir une entreprise comme la vôtre? C'est vrai qu'il pourrait, mais on n'a pas cherché à entrer en contact, et puis il n'a pas cherché non plus. Mais c'est vrai que pour nous, ça fait partie intégrante de notre ADN de dire il faut qu'on offre vraiment le meilleur prix de Suisse. Le but n'étant pas de casser le marché, parce que c'est uniquement sur une offre éphémère qui va durer que 24 heures ou 48 heures. Mais l'idée, c'est de faire connaître, de mettre en avant aussi un produit avec un prix qui soit le plus intéressant possible pour l'utilisateur. Parmi les objets peut-être moins attendus au début, en tout cas j'imagine, que vous avez commercialisé, il y a l'immobilier. Il y a eu un grand succès dans le canton de Fribourg avec des biens assez accessibles, plutôt un échec sur des biens de luxe à Puy. C'était en 2021 et 2022. On parlait déjà de crise de logement à l'époque. Elle n'est que plus aiguë aujourd'hui. Vous préparez quelque chose, vous pourriez retourner sur ce marché? Bien sûr. On a même eu en fait un troisième exploit dans le canton de Vaud qui a très bien fonctionné aussi. C'est vrai que en fait on a une forte demande. Alors bien sûr, on part sur un modèle avec lequel on est accompagné par des professionnels d'immobilier. Et puis on n'en fait pas toutes les semaines parce que il faut que ce soit aussi intéressant pour l'acheteur final. Et dès que nous, notre partenaire, on juge que c'est pas intéressant pour l'acheteur final, on ne fait pas d'offre. Donc c'est toujours de trouver les bons partenaires à avoir autour de la table pour que finalement l'acquéreur final ait un vrai avantage. Et ça pour nous c'est quelque chose auquel on tient énormément. Donc ça pourrait revenir. Mais comment vous l'expliquez qu'il n'y ait pas assez de possibilités alors qu'il y a une telle pénurie, il y a une telle demande de logement? Alors dû au fait qu'il y a une telle pénurie, les choses se vendent plutôt bien. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu plus de peine à pouvoir finalement monter notre concept que je rappelle, qui est entre être propriétaire à 100% et puis être locataire. C'est un droit distinct de propriété, le terme technique, on contrôle les murs. Exactement. Donc, on contrôle 100% des murs, mais on paye une espèce de location sur le terrain. Donc, on ne possède pas le terrain. Mais pour un long terme. Oui, 99 ans. Donc, non. Et après 99 ans, si le propriétaire du terrain veut finalement raser tout ça, il doit racheter en fait le bien à la valeur du marché. Donc, on protège beaucoup nos utilisateurs. Et c'est vrai que ça nous a permis de permettre à des gens qui n'avaient pas les moyens de pouvoir finalement rentrer 5 ans, 10 ans plus tôt dans leur propre maison. Et puis, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de témoignages très, très sympas et très touchant dans cette direction-là.
À propos d'utilisateurs, il y a les utilisateurs alémaniques. Je crois que vous essayez toujours de percer sur ce marché. C'est quoi? C'est 10-15% de votre chiffre d'affaires? Effectivement, alors on est plutôt sur 15% de notre chiffre d'affaires, mais comme on a plutôt une tendance à croître, alors depuis 2 ans, on est un peu plus calme parce qu'on prépare pas mal de choses pour le futur, mais on voit que la croissance est là. Alors c'est un marché qui a été très difficile pour nous. Pourquoi c'était difficile? Alors il y a une question de mindset, de culture. Il y a un côté très latin qu'on a du côté roman, d'échange, de partage de bons plans où les gens discutent. Et puis on a un côté beaucoup plus cartésien et beaucoup plus factuel du côté suisse alémanique. Et puis il y a aussi notre présence, je dirais, qui est plus forte en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Donc maintenant, on a mis un petit peu plus on a commencé à comprendre comment ça fonctionne en Suisse alémanique. Puis là, depuis 18 mois, on a des retours qui sont plutôt très positifs. Ça veut dire qu'à terme, vous avez à quel objectif? Vous voulez 20, 30, 50%? Vu la taille du pays, ça pourrait même être la majorité de vos ventes qui se fait de l'autre côté de la Sarine? Bien sûr, alors on n'a pas cette ambition de dire qu'on veut absolument 80% de nos ventes en Suisse alémanique, mais je pense qu'il faut y aller étape par étape. Et puis si on arrive demain à être sur un 20%, ça serait génial. Et puis si en 2030 ou 2031, on arrive à 50%, on sera très content. Est-ce que c'est pas aussi que la concurrence est plus dure, plus rude qu'en Suisse romande? Il y a Braque, peut-être, le site auquel on pense quand on cherche une comparaison. C'est peut-être plus dur de percer en Suisse alémanique aussi pour cette raison. Alors, je dirais que le marché, c'est sûr, il est beaucoup plus concurrentiel qu'avant, ce qui est vachement bien, parce que je pense que l'effet Coca a fait aussi baisser les prix sur pas mal de choses, donc ça c'est génial. L'entreprise que vous souhaitiez, typiquement, que vous citiez comme Braque, qui est d'ailleurs aussi un de nos partenaires, est une entreprise aussi qui est très active, qui fait énormément de choses, mais c'est pas pour autant que le roman, il regarde pas ce qui se passe du côté suisse alémanique. Je pense que le Suisse, de manière générale, il arrive à comparer de manière nationale ce qui se passe. Donc, on n'a pas cette problématique-là. La problématique qu'on aurait peut-être qui s'apparente plus à ce que vous essayez peut-être de dire, c'est que effectivement, on n'a pas de concept similaire à Coca en Suisse alémanique. Donc, de faire comprendre notre concept, il est peut-être un petit peu plus compliqué, mais une fois que les gens comprennent, ils y adhèrent et puis ils sont très loyaux. Donc, ça il vous faudra un bon Suisse allemand pour le faire passer le message. Effectivement, mais on a une super équipe en Suisse alémanique maintenant et ça se passe bien. Avant de conclure, un dernier point plus large, parce que Coca, ça n'est pas simplement votre site de vente, mais vous avez une participation dans une banque en ligne qui s'appelle Neon, dans un outil de prospection qui s'appelle Hublead. Personnellement, vous-même, vous avez aussi investi dans une PME Credo, dont la GFI a parlé récemment, qui fait du financement pour les PME. Vous construisez, au-delà de Coca, vous construisez un écosystème. Quelle est votre vision là? Alors, ça va vous paraître un peu naïf, mais en fait, toutes ces entreprises qu'on soutient, il y en a qui sont à travers de notre startup studio qui s'appelle Apollo. Il y en a que je fais moi à titre personnel parce que ça me tient à cœur et puis que je vois le projet. Mais finalement, toutes ces initiatives d'entrepreneurs qui nous parlent, c'est de dire, on dit, mais j'ai pas une stratégie où je me dis, je vais investir tant par année, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça. Non, c'est plus de pouvoir soutenir un écosystème, de pouvoir soutenir aussi des projets qui me parlent. Et puis c'est pour ça qu'ils se font de différentes manière. Mais il y a une banque en ligne, un outil de financement de PME sans passer par les banques. Il y a quoi? Ça veut dire quoi de votre vision du financement des PME en Suisse? C'est qu'il y a quand même un problème? Alors, je pense qu'effectivement, il y a en tout cas, notamment, vous avez parlé de Credo, il y a vraiment une place à prendre, je pense, pour soutenir les PME. Parce qu'une PME aujourd'hui qui fonctionne, qui a déjà 10 ans, et puis qui, tout d'un coup, se retrouve à devoir avoir un besoin de cash momentané, en passant par les banques, subit quand même des revers qui sont pas très cool. Et puis souvent, ça prend beaucoup de temps parce que les banques jugent que les montants sont trop petits et puis le temps qu'elles prennent une décision, elles ont ce manque d'agilité. Donc j'aime bien soutenir ces projets qui sont finalement plus agiles et puis qui peuvent venir en aide aussi à notre écosystème parce que c'est finalement ce qui fait notre pays. Et vous investissez des sommes importantes? On peut donner un ordre de grandeur? Alors écoutez, non, j'ai pas de... Enfin, il y a des sommes qui sont plus importantes que d'autres, ça dépend le coup de cœur, ça dépend du projet. Ça va de dizaines de milliers à quelques millions? Alors, je ne vais pas jusqu'à quelques millions, mais jusqu'à quelques centaines de milliers, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Pascal Meyer, d'être venu dans B2B. Bon vent pour la suite, mais juste avant de vous laisser, il vous reste à répondre au questionnaire de Proust. Quel est votre principal défaut? J'adore manger et boire. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui crée son entreprise?
c'est de vraiment écouter son propre profond lui-même, qui se trouve en lui, et puis qu'il aille jusqu'au bout de son idée, et surtout qu'il ne se laisse pas influencer par les parasites externes qui pourraient lui dire que finalement, il ne faut surtout pas qu'il se lance. B2B avec Business de Net Plus. Téléphonie fixe, mobile et Internet pour les professionnels. La proximité d'un réseau local. business.netplus.ch